Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir aujourd'hui ici. PGD France, c'est une de mes conférences préférées. C'est la deuxième année que je viens ici, l'année dernière aussi. Voilà, on va parler du réglage automatisé de Postgres. On parle de paramètres de serveur. Et ça va être lié à l'expérience qu'on a fait chez DBTune. Et on a implémenté un système comme ça dans le monde réel. Donc ça, c'est pas une présentation, ça peut être une présentation commerciale, mais je vais prendre quand même du contenu par rapport à ce qu'on a étudié et appris dans ce projet pour faire un peu un cas d'étude sur ce que l'on peut faire de manière automatique avec Postgres et les paramètres de serveur. D'accord ? Juste pour m'introduire rapidement, j'ai vécu un peu partout et travaillé principalement dans des universités et travaillé en France aussi, à Paris, dans une boîte qui s'appelle Murex. J'étais un peu entre software engineering et académie. La technologie dont on a développé ici, c'était quand j'ai vécu en Californie, travaillé à Stanford. Et récemment, je suis devenu professeur en intelligence artificielle chez Lund. Lund, c'est une des grosses universités suédoises à côté de Copenhague, c'est dans le sud de la Suède. Donc, DBTune, juste un mot par rapport à ce que l'on fait. C'est une société qui a à peu près 5 ans maintenant et on utilise de l'intelligence artificielle pour optimiser les paramètres serveurs de Postgres. C'est une recherche qui est vraiment liée à la recherche académique et c'est basé sur des techniques plutôt avancées par rapport à l'apprentissage automatique ou le machine learning, si vous voulez. Et c'est vraiment cette idée d'observer ce qui se passe dans le serveur pour après changer de manière un peu continue et arriver à converger vers quelque chose qui marche bien pour une tâche de travail spécifique pour une machine donnée. Okay. Donc ça, c'est un peu l'idée. On va développer ça un peu dans la présentation. Je voulais juste dire qu'on est assez dans la communauté. On sponsorise pas mal de conférences. L'année dernière, il y a cette planche ici par Claire Giordano. On était un des top 20 sponsors des conférences Postgres. Je suis assez content de ça. Du coup, je voulais juste en parler. Et on cherche aussi, on participe à l'organisation du PUG de Malmö en Suède. Ça, c'est les 4 organisateurs. On cherche toujours des présentations. Donc, si vous voulez donner une présentation et vous êtes dans le coin, tenez-moi au courant. Comme ça, vous pouvez venir et parler à la conférence, au user group. Donc, on va parler aujourd'hui d'une petite introduction des paramètres serveurs. Qu'est-ce que c'est? On va donner quelques exemples un peu quantitatifs et puis on parlera de comment on résout ça aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû gérer ce type de choses dans le passé. On va parler d'une approche un peu différente basée sur le machine learning et l'idée de faire de manière vraiment sécure aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça de manière automatique, mais aussi de manière sécure. Et on va donner des exemples sur ce que vous pouvez vous attendre quand vous faites ça de manière automatique. Et puis la dernière partie, ça va être juste 2 planches sur un peu la partie un peu société et psychologie de comment on se sent à donner cette tâche qu'on a fait de manière manuelle pendant très longtemps. Comment on se sent à donner cette tâche à un système d'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça donne en termes de comment on se sent par rapport à ça? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le database tuning? On va parler de ça 2 secondes. Je pense que beaucoup de monde ici connaît déjà ce sujet, mais c'est bien de l'introduire. Ça, c'est vraiment l'idée que la base de données change, dans le temps change, elle grandit, et souvent, elle ralentit aussi. D'accord? Et le problème, souvent, c'est que ça, il y a beaucoup de variabilité par rapport à la tâche de travail, à la machine que l'on utilise aussi. Donc, ces 2 choses vont être vraiment partie de votre quotidien. Et le tuning, c'est l'idée d'adapter la base de données par rapport au use case et par rapport à la tâche de travail et la machine que vous êtes en train d'utiliser. Donc, si vous regardez par exemple aux machines chez AWS, vous avez une longue liste de dizaines de machines que vous pouvez utiliser. Comment on va faire en sorte que votre workload
que votre tâche de travail, qui est vraiment spécifique à votre utilisation, va fonctionner bien par rapport à cette machine spécifique. Okay? Ça, c'est le tuning. Et donc, ça, c'est un peu considéré un peu dark art, un peu une magie que les DBA, notre DBA, font de manière régulière, peut-être. Le problème, c'est que les DBA sont assez rares ces jours-là et souvent, ces tâches-là sont aussi déléguées à des gens qui sont un peu plus dans le développement de l'application et des choses comme ça. Et du coup, c'est un peu compliqué de garder ces performances bien parce qu'il y a de la compétence qui n'est pas forcément là toujours. D'accord. Donc, si on parle de tuning, il y a plusieurs choses qu'on peut tuner en Postgres. On peut tuner, par exemple, les requêtes SQL, c'est les statements, si vous voulez. On peut tuner les serveurs paramètres et on peut tuner les indices. On peut même tuner le système d'exploitation pour que la base de données tourne plus rapidement. Donc, toutes ces choses-là font partie du tuning, mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur cette partie-là des serveurs paramètres. Mais l'idée, c'est vraiment comme communauté, de vraiment élargir le scope et arriver à avoir vraiment cette automatisation sur toutes les parties ici. Donc, dans l'industrie, on a des exemples des boîtes qui font de l'optimisation des queries, par exemple, des requêtes. Il y a un exemple qui s'appelle EverSQL, par exemple. C'est un exemple assez intéressant. Ce n'est pas de l'auto-tuning, mais c'est des recommandations, ce qui est déjà pas mal. Et puis, il y a un produit chez Microsoft, par exemple. Pour la première fois, ils font de l'index tuning de manière un peu aussi à recommandation. Ce n'est pas tout à fait automatique, mais c'est des recommandations. Donc, on commence à voir dans l'industrie des gens qui s'intéressent à plusieurs parties et peut-être en 5 ans, on aura un système qui gère le tout de manière automatique. D'accord ? Pourquoi c'est important d'écouter ce que je dis? Pourquoi c'est important d'écouter ce que Luigi dit aujourd'hui? D'accord? Donc, nous, on est plutôt à la partie technique et souvent, c'est important d'avoir un débit qui est assez bien. La latence, ça, c'est des choses qu'on gère tous les jours, c'est très important. Ça affecte, ça influence aussi la stabilité, la scalabilité, les SLA et tout ça. Il y a aussi un côté un peu business, et ça, on n'y pense pas forcément, mais souvent, quand on a une base de données qui n'est pas optimisée, ça veut dire qu'on dépense beaucoup plus d'argent en termes de cloud et d'AWS. On va utiliser des machines plus grandes pour faire tourner la tâche de travail au niveau que l'on souhaite. Et ça, c'est un gros problème. Donc, peut-être que ce n'est pas votre problème directement, mais je pense que vos collègues dans notre département, ils vont probablement avoir des problèmes comme ça. Ils veulent réduire le coût d'utiliser le cloud ou utiliser aussi l'infrastructure on-prem. Il y a d'autres choses aussi, réduire les downtime, c'est assez très important. Et les points ici sont tous importants, je dirais. Il y a aussi un point un peu de durabilité, le côté que si vous utilisez un software qui est optimisé, vous allez aussi sauver de l'énergie. Donc ça, c'est pas juste pour parler, c'est du vrai. Vous pouvez vraiment faire ça. Il y a des boîtes qui ont fait ça. Google, par exemple, dans les data centers, ils ont fait beaucoup ça. Ils ne parlent pas beaucoup d'optimiser Postgres, mais si vous considérez que Postgres, ça devient de plus important dans le data center, optimiser Postgres peut avoir un impact direct sur la consommation énergétique. On a écrit un blog post sur ça pour quantifier l'impact. Je vous invite à le lire si vous êtes intéressé. Je ne parlerai pas trop de ça dans cette présentation. Alors, les paramètres serveurs de Postgres. C'est marrant parce que c'est vraiment un peu comme ça, quoi. Ça, comment on appelle ça? Des poignées, des boutons. On a ça et l'idée, c'est vraiment de changer tous ces paramètres pour arriver à avoir une bonne performance. Okay? Et les paramètres dont on a parlé même hier, il y avait une présentation qui parlait ils ont mentionné workmem par exemple, shared buffers aussi été mentionné, maxwell size, ça des paramètres qu'on entend assez souvent en Postgres. Je vais juste assez haut niveau introduire 2 paramètres ici qui vont me servir pour la prochaine planche. Le max parallel workers per gather, par exemple, c'est un paramètre de parallélisme. Il y a plusieurs paramètres de parallélisme en Postgres, mais ce paramètre-là va allouer un maximum nombre de processus, si vous voulez, pour exécuter une query.
Donc, si vous avez une query qui est assez complexe, vous pouvez utiliser ce paramètre-là pour dire, vas-y, Postgres, tu peux utiliser plusieurs processus pour faire du parallélisme sur cette query, sur cette requête, de manière à que, après le gather merge node, il va mettre tous ensemble et va retourner un résultat. D'accord? Donc ça, c'est un paramètre de parallélisme assez utilisé en Postgres. L'autre paramètre, par exemple, ici, c'est random page cost. Et random page cost, c'est un paramètre qui influence le planaire. Et en gros, il va dire, si on a un scanning, enfin, si on accède à une page, et la page, on n'est pas en train de l'accéder de manière séquentielle, du coup, c'est important pour le planaire d'avoir une sorte d'estimation de combien ça va coûter cette opération. Et ça, c'est ce que Random Page Cost fait. D'accord? Ça, c'est juste deux paramètres. La mauvaise nouvelle, c'est que ces paramètres-là, la manière dont on set ces paramètres-là, ça dépend vraiment de l'application. Et je vais montrer un exemple maintenant. Donc ici, on a un benchmark. Vous pouvez les télécharger par l'Internet, donc ce n'est pas vraiment quelque chose de spécifique à ce talk. Donc ça, c'est opinions.com. C'est un benchmark qu'on retrouve dans le benchmarking suite qui s'appelle Benchbase. Et on a deux paramètres. On a le paramètre max parallel workers per gather ici, c'est celui que je viens d'introduire. Et puis on a le random page cost ici, aussi j'ai introduit avant. D'accord? Et on a plusieurs paramètres ici pour les deux paramètres. Plusieurs valeurs pour les deux paramètres. Et on a la performance ici. La performance est mesurée en termes de query runtime et c'est en millisecondes. Donc en bas, c'est mieux. Si vous regardez cette figure, on a exploré un peu le produit cartésien de toutes ces valeurs. Donc on n'est pas en train de faire de l'auto-tuning, on est en train de juste exécuter toutes les possibilités et montrer c'est quoi la response surface de ça. Okay? Donc, il y a deux, trois trucs qu'on apprend de ça, en fait. La partie bleue, c'est la partie bien, et la partie jaune, c'est la partie mauvaise. On voit, par exemple, on est en train juste d'explorer deux paramètres, mais on voit déjà que la partie bien, c'est une ordre de grandeur différente de la partie qui n'est pas bien. Donc, si vous faites ça de manière pas très bien, vous avez déjà un ordre de grandeur de performance différente. Et la deuxième chose que l'on apprend, et ça on va la voir dans la deuxième image, c'est que si on prend un autre benchmark, ça c'est TPCH, on voit que, enfin ça c'est différent, mais on a les deux paramètres ici, on a la performance, vous voyez par exemple là les requêtes sont beaucoup plus lentes, mais on voit bien aussi que la forme de ce benchmark est vraiment très différente de la forme de benchmark à droite. D'accord? Ça veut dire que si Julien a une application, Opinions, et je lui donne une solution, et après il y a Anthony qui vient avec une autre application, type TPCH, et je lui donne la même solution, ça ne va pas marcher, parce que la solution ici, ça serait ce petit coin ici, et ce petit coin ici, ça va être tout jaune. Donc, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment une image pour quantifier un peu cette histoire que chaque application a besoin d'avoir les paramètres réglés de manière un peu spécifique à l'application. Donc, la première chose que l'on apprend de ces deux images, c'est qu'il y a potentiellement un ordre de grandeur de performance si tu le fais bien ou tu ne le fais pas bien. Tu le vois dans les deux exemples. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que ça dépend vraiment de l'application. Donc, regarde, Opinions, ça donne une solution comme ça, alors que TPCH, ça donne une solution comme ça, dans ce petit coin ici. Et la troisième chose qui est un peu plus subtile, c'est que souvent, quand les DBA font ce type d'optimisation à la main, ils commencent par un paramètre, ils optimisent ce paramètre, ils bougent, ils optimisent le deuxième paramètre, et puis ils continuent comme ça, de manière un peu séquentielle. D'accord ? Mais si vous faites ça, ça veut dire que vous bougez dans ce graphe, vous bougez un peu de manière un peu parallèle aux axes, comme ça. D'accord? Vous allez commencer quelque part, vous faites comme ça, et puis vous allez comme ça. D'accord? Et si vous faites ça, vous pouvez rater la partie intéressante, parce que la partie intéressante peut être un peu une exploration un peu diagonale. D'accord? Et donc ça, c'est un problème, parce que gérer une optimisation avec plusieurs variables comme ça, on n'est pas vraiment très bon à faire ça, normalement. C'est pour ça que le machine learning peut aider avec ce type de problématique.
D'accord? J'aimerais bien, si vous avez des questions, que vous les posiez au fur et à mesure, au lieu d'attendre jusqu'à la fin, si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, si ça va. Donc, si vous avez des questions, levez vos mains et on va les prendre tout de suite. Okay? Alors, je voulais montrer ce petit trend qui n'est pas trop bien pour nous. Il y a dans les années, ça c'est 18 ans, de 2005, on voit qu'il y a un trend un peu linéaire en termes de nombre de paramètres en Postgres. Donc aujourd'hui, il y a plus que 300 paramètres en Postgres. Bon, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces paramètres ne sont pas importants pour la performance. D'accord? Mais je voudrais dire qu'il y a au moins on le garde un peu large, entre 10 et 25 paramètres qui sont vraiment très importants pour la performance de Postgres. D'accord? Si on regarde ce que ça donne, là, je montre 12 paramètres. On a à peu près 1 trillion de possibilités. C'est un problème assez complexe. Et la chose intéressante aussi, c'est que si tu vas de 11 paramètres à 12, tu vas de, je sais pas, 100 millions jusqu'à là. Il y a une complexité un peu exponentielle. Donc, ajouter un paramètre, c'est quelque chose qui ajoute beaucoup de complexité. Ce n'est pas juste un tout petit peu plus, c'est beaucoup plus. Okay? Alors, comment on le fait ça aujourd'hui? Comment on résout ce problème? Alors, le problème aujourd'hui, c'est principalement résolu de manière manuelle. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui s'assoit devant une console et essaye plusieurs choses et essaie d'arriver à avoir ce réglage de manière manuelle. Donc ça peut prendre des jours, ça peut prendre des heures, si c'est très bon. Peut-être ça peut prendre des jours si tu veux le faire vraiment bien. Et normalement, ça prend beaucoup de temps, donc c'est vraiment coûteux aussi. Et ça peut être un peu inefficace parce que si quelque chose change demain, il va falloir faire le tuning à nouveau. Et je vais parler un peu plus de ce que doit changer pour faire le tuning à nouveau, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre quelle est la dynamique là-dedans. Et j'aime bien mentionner Magnus, notre collègue Magnus. Il a travaillé avec nous pendant 5 ans maintenant, on est très proches. Et pour moi, c'est le tuning gourou. Enfin, moi, si j'ai un problème de tuning et je veux le faire de manière manuelle, je vais vraiment parler avec Magnus parce qu'il va connaître la réponse. D'accord? Il y a des gens comme Magnus dans la salle, je suis sûr. Ça, c'est vraiment un exemple pour moi où je m'inspire souvent. Et puis, il y a des méthodes un peu heuristiques. Les méthodes heuristiques, souvent aussi open source. Là, on parle par exemple de PGTune et Postgres Configurator. Ça, c'est un outil de Cybertech. Et ça, c'est des outils très bien. Vous avez utilisé ça déjà? Il y a pas mal de monde qui a utilisé ça. Très bien. Et c'est des outils vraiment très simples, mais ça donne des bons résultats, donc c'est génial. Le problème avec ça, c'est qu'il ne prend pas vraiment en compte de manière un peu à temps réel ce qui se passe sur ta machine. D'accord? Il te donne un peu, en anglais ils disent one size fits all. Oui? C'est un peu ça. Et après, il y a la nouvelle approche dont on parle aujourd'hui. C'est cette approche, un peu la solution idéale, c'est l'idée d'avoir un agent qui regarde ce qui se passe sur la machine et fait des changements qui sont relatifs à ce qu'il voit. D'accord? Et c'est un peu la solution de DBTune. J'ai utilisé le logo de DBTune ici parce que je ne connais pas d'autres boîtes qui font ça en ce moment, autre que PGTune et Cybertech. Il y a un produit chez EDB qui s'appelle PGTuner. C'est assez basique, mais ils s'occupent un peu de ça aussi. C'est pas basé, c'est plutôt dans cette catégorie ici des heuristiques. Donc je pourrais l'ajouter ici la prochaine fois. Si on regarde un peu plus de proche ce système open source, pour information, c'est comme ça. Tu vas dans le site web, il y a quelques options. Tu donnes la mémoire que tu as, le nombre de CPU. Tu appuies un bouton et ça génère un fichier que tu utilises comme Postgres pgconf. Et tu le prends, tu le mets dedans et c'est bon, tu as fini. Il n'y a pas beaucoup plus. Ça, c'est bien. La même chose pour le Cybertech Postgres Configurator. Voilà, il y a quelque chose à définir. Ça prend 5 minutes et c'est bon. Donc ça, c'est très bien. Si vous n'avez pas utilisé ça, utilisez ça. C'est vraiment bien. C'est facile, c'est simple, c'est rapide. Ça ne t'amène pas à
tout ce que tu peux faire, mais ça te donne au moins ce 30-40% de plus que tu peux faire. C'est vraiment bien. Cette question avec quelle fréquence on fait le tuning? Ça, c'est une question assez intéressante. Et il y a des raisons un peu fréquentes pour faire le tuning. Ça veut dire que si ta tâche de travail change dans le temps, si ça change, l'application change, si vous avez des nouveaux librairies que vous utilisez, des choses comme ça, souvent c'est une bonne occasion pour faire le tuning à nouveau. Si la base de données grandit, ça change. Si vous faites, par exemple, vous changez l'instance cloud, vous allez d'une petite instance à une grosse instance, ou vous bougez dans des instances un peu horizontales aussi. Ça, c'est souvent, vous changez l'hardware, c'est une bonne occasion pour faire le tuning à nouveau. Okay? Donc, gardez ça en tête. Si quelque chose change de ce type-là, c'est bien de refaire le tuning, parce que probablement, vous n'êtes pas en train de fonctionner de manière bien optimale. Après, il y a des situations un peu moins fréquentes, et ça, c'est par exemple si vous bougez de on-prem to cloud. Et ça, c'est quelque chose qui arrive même vice-versa aujourd'hui, des gens qui répatrient les choses du cloud chez on-prem. Et si vous faites des migrations de Oracle à Postgres, si vous faites des Postgres upgrade aussi, donc s'il y a la version 18 qui arrive bientôt, après, si vous faites un upgrade, souvent, il y a besoin d'un tuning aussi. Ça, c'est un peu les cas d'utilisation pour le tuning. La réalité, par contre, dans les boîtes aujourd'hui, c'est vraiment très différent. L'approche que les gens utilisent souvent, c'est une approche vraiment très réactive par rapport à une approche un peu plus proactive. Et souvent, ce qui se passe, c'est que si on a vraiment un problème, ici, quelque chose ne marche pas, on reçoit un appel à 10 heures du soir et puis on va devoir résoudre ce problème. Et c'est souvent vraiment très réactif dans ce sens. Et souvent, on a besoin de ressources très coûteuses aussi pour faire cela. Et les workloads, souvent, les tâches de travail ne sont pas traitées de manière très différente. C'est un peu, on fait la même chose pour toutes les applications que l'on a. Parce que ça prend du temps, c'est compliqué. D'accord ? Et la chose la plus importante, c'est le quatrième point ici, c'est le modus operandi, ce qui est, si vous avez un problème, vous allez résoudre ce problème par utilisation d'une machine plus grande. Enfin, vous avez une petite machine 4 cœurs, vous allez aller acheter une machine 8 cœurs et vous avez résolu le problème. Acheter aujourd'hui, ça veut dire utiliser dans le cloud peut-être une machine plus grande. D'accord ? Mais ça coûte très cher. Les $3 ici, ça veut dire très cher. D'accord ? Alors, la solution que l'on veut discuter aujourd'hui, c'est une solution un peu différente. C'est basé sur le machine learning. Pas parce que le machine learning, c'est cool, mais parce que le machine learning, ça permet vraiment d'observer, créer une sorte de modèle par rapport à ce que l'on a observé, prendre toutes les données comme ça, et puis avoir une vision un peu globale de la chose, et utiliser ce modèle pour faire une optimisation qui est spécifique à ton use case. D'accord ? Ça doit être un peu dynamique aussi, dans le sens que, à nouveau, si Julien me donne son application, je vais retourner quelque chose, mais si Anthony me donne quelque chose d'autre, je vais retourner une solution qui est différente, qui est spécifique à l'application. So that is easy to use, dans le sens qu'il ne faut pas avoir un PhD en mathématiques ou en machine learning pour faire ça. Et ça serait vraiment bien si on ne doit pas connaître trop le Postgres tuning de serveur paramètres aussi. Si on peut le faire juste de manière automatique, on oublie quoi. Ça serait pas mal ça. Si on peut faire confiance à ça, ça serait pas mal. D'accord ? Et puis, ça doit être scalable dans le sens que ça doit fonctionner dans des systèmes un peu hétérogènes et ça doit fonctionner un peu en parallèle sur toute ta fleet. Si tu as une centaine d'instances, tu voudrais bien le faire de manière un peu parallèle comme ça. Et ça, les avantages de faire ça, c'est les 4 ici. Donc, bien sûr, ça va nous aider. Les DBA sont très occupés aujourd'hui. On a beaucoup de choses à faire. Et souvent, on n'arrive pas à tout faire. D'accord ? Donc ça, c'est un outil que vous mettez dans votre casier outil, enfin le toolkit, et vous pouvez l'utiliser de manière à vous pouvez vous concentrer sur les autres choses. Et pas ça, on peut le faire de manière beaucoup plus efficace. Comme ça, on ne dépense pas trop de temps. De la même manière, si vous conduisez dans une nouvelle ville, vous utilisez Google Maps pour aller de manière très efficace de point A à point B. Comme ça, c'est un outil qui vous aide à aller d'un point A, qui est le Postgres pas optimisé, à un point B, qui est le Postgres optimisé.
D'accord. Et ça permet d'avoir une performance meilleure, mais aussi ça permet aussi de réduire le coût de l'infrastructure et le côté énergie que j'avais mentionné avant. Donc au niveau un peu plus haut niveau, mais technique de comment ça s'organise, il y a l'instance Postgres ici à côté à gauche. Il y a un agent ici. L'agent, il fait deux choses. Il monitore et il fonctionne comme actuateur. Il monitore des performances, des choses comme le débit, la latence, mais aussi l'utilisation de CPU, l'utilisation RAM et disques et des choses comme ça. Et il retourne ces informations à l'optimisateur. L'optimisateur, après, il va recommander une configuration du serveur. L'actuateur va changer le pgconf. Et puis, l'instance fonctionne pendant quelques minutes avec ces nouvelles configurations. Et puis, le moniteur va monitorer à nouveau la nouvelle information et passer à l'optimisateur. Et puis, ça va faire ça pendant quelques fois. Et au moment donné, l'optimisateur va être très, très bon pour comprendre ce qui se passe à gauche. Et il va être très confiant sur ce qu'il faudrait utiliser sur l'instance Postgres. Maintenant, ça c'est pour dans le cas où vous managez votre Postgres vous-même, mais si vous utilisez RDS par exemple, ça va être très similaire. Par contre, l'agent, il va communiquer avec un API qui, par exemple ici, Boto3, c'est une librairie Python qui permet d'accéder directement les paramètres Postgres de RDS. D'accord. Donc, c'est possible de le faire aussi, même si vous utilisez du Database as a Service, RDS. Ici, c'est un autre exemple par rapport à Azure Flexible Server. Ça marche en fait. Il vous donne accès à ce type de choses à travers l'API. D'accord. Par contre, la situation géopolitique aujourd'hui est telle que beaucoup de monde n'aime pas le SaaS. Et par ailleurs, je n'ai pas mentionné ça, mais ça, c'est un terme que l'on a, pardon, le terme ici, Optimize as a Service, c'est un terme qu'on a introduit nous-mêmes. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de ça dans le futur, Optimize as a Service ou OAS. Ça, c'est un terme que c'est assez utile. Par contre, en 2025, il y a beaucoup de problèmes géopolitiques et beaucoup de monde ne croit pas que le SaaS, c'est un modèle qui marche bien. Alors, moi, tout le monde m'a dit que SaaS, c'était vraiment la chose à faire, alors que quand je parle avec des utilisateurs, ils me disent on n'achète pas Salesforce, d'accord. On ne va pas acheter des Bétunes ou n'importe quoi, d'accord. Donc, il y a un peu ça aussi. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont, il n'y a pas de souci avec le SaaS, mais il y a aussi pas mal d'utilisateurs qui ont des problèmes où ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas utiliser quelque chose qu'ils ne peuvent pas tourner directement sur leur machine. Et du coup, il faut aussi réfléchir à comment livrer ce type de solution on-prem. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que ça va poser beaucoup de questions techniques de comment vous allez implémenter ce type de choses. D'accord? Parce que si vous allez avoir des contraintes, il faut utiliser un GPU par exemple, un gros GPU chez vos clients par exemple, ça va être un peu compliqué en fait d'avoir les machines qui peuvent faire tourner ça de manière efficace. Et du coup, il faut un peu réfléchir à comment faire de l'ingénierie là-dessus pour que vous puissiez en fait livrer cette technologie et pouvoir l'utiliser de manière un peu on-prem aussi. D'accord? Il y a pas mal à réfléchir là-dedans en fait. Je voulais toucher par rapport à la sécurité. Et ça, c'est un peu la question de comment faire ça de manière sécure. En anglais, ils ont cette différence entre safety et security. Là, maintenant, je parle de safety, d'accord? Je parle de le côté comment on fait ça de manière à je ne crache pas la machine, d'accord? Parce que ça, c'est automatique. Je veux avoir la confiance que ça marche sans avoir des conséquences sur mon système de production, d'accord? Et ça touche à des systèmes d'optimisation sous contrainte. Par exemple, l'autre jour, on parlait quelqu'un de la présentation parlait de la relation de Workmem avec Max Connections, machin. Et ça donne un peu l'empreinte de mémoire que vous avez sur la machine. Et si vous dépassez le 100%, vous l'avez à OOM, d'accord? Ça, c'est pas bon.
D'accord? Donc, il faut avoir une contrainte qui permet d'avoir des valeurs de ces paramètres qui sont raisonnables. D'accord? Et ça, il y a beaucoup à réfléchir là-dedans, comment le faire de manière enfin, donner un range de workmen qui fonctionne bien. D'accord? Et avoir, je crois, on dit garde-corps en français. Le garde-corps, ça veut dire des garde-corps qui regardent la mémoire. Et si tu dépasses le 90%, par exemple, c'est peut-être pas bien d'utiliser cette configuration. Du coup, le système automatique peut prendre, comme il regarde toujours ce qui se passe sur ta machine, il peut avoir une approche un peu réactive par rapport à ce que ça voit, ce qu'il voit sur le RAM. Et si on touche, par exemple, le 90%, il peut automatiquement aussi gérer cette situation qui est un peu anomale, une situation un peu d'anomalie, si tu veux. Et la dernière chose, c'est que la dégradation de performance, c'est aussi quelque chose qu'on ne voudrait pas avoir. On voudrait faire du tuning, mais on ne voudrait pas que le tuning, pendant le tuning, peut-être à la fin c'est bien, mais au milieu, qu'est-ce qui se passe? On voudrait avoir le tuning qui ne donne pas de performances très mauvaises pendant le tuning, d'accord? Et ça, c'est aussi un garde-corps qu'on peut utiliser pour informer l'optimisateur à faire ça. Et j'ai une image ici qui décrit un peu ça au niveau. J'avais parlé de l'optimisateur machine learning ici, mais en fait, ça, c'est un peu plus précisément. C'est deux modèles, en fait. Il y a un modèle qui fait la modélisation de la performance, mais il y a un autre modèle qui fait la modélisation de la sécurité. D'accord? Et ça peut être des modèles assez différents aussi. Mais ce modèle-là, en fait, ça va permettre de regarder de très proche des situations un peu de danger et de réagir par rapport à ça. Donc, on a besoin de ces deux modèles pour faire ça de manière sécure. Donc là, je vais vous montrer un exemple par rapport à TPCC. Ça, c'est un benchmark que tout le monde connaît à peu près. Et j'ai pris un exemple sur RDS M5 2X Large. Ça c'est une instance assez connue aussi. Là, TPCC, souvent, les gens veulent l'optimiser par rapport au TPS, Transactions per Second. C'est une métrique qu'on a vue aussi hier dans une autre présentation. Donc là, en haut, c'est mieux. Et on regarde, ça c'est un DBAS de chez Amazon, RDS. Normalement, on pense que le DBAS, tout est automatique. Pas du tout, mais il y a pas mal de choses qui sont automatiques. Mais là, par exemple, vous voyez que le rouge, c'est un peu la performance que vous avez si vous faites tourner TPCC sur RDS. Donc, 850 transactions par seconde. Si vous doublez la taille de l'instance, vous allez sur un 4x large, vous voyez qu'il y a beaucoup de performance, donc c'est très bien. Si vous utilisez PGTune sur la petite instance, vous voyez qu'il y a pas mal de performance aussi, donc PGTune c'est très bien. DBTune fonctionne de manière un peu différente. Donc DBTune il va explorer, et ça c'est les itérations, c'est le temps, ça c'est à peu près 2 heures. Ici c'est 2 heures, 20 itérations c'est à peu près 2 heures. Il va explorer les paramètres et puis il va converger dans cette zone-là. Ce qui est intéressant, c'est que la petite instance maintenant va performer aussi bien que la grosse instance, ce qui est pas mal, parce que là, maintenant, tu peux utiliser la petite instance pour faire ce que tu ferais avec la grosse instance. D'accord? Et donc, je vais quantifier ça. Donc, la petite instance, 4 cœurs, la grosse instance, 8 cœurs. Enfin, le RAM, c'est double, le disque, c'est double. Si tu regardes au coût, si tu ajoutes le coût de l'instance avec le coût du disque, tu vas voir le total ici. Et il y a $8,000 de différence entre les deux, ce qui est beaucoup parce que si tu prends ça et tu multiplies ça par, je sais pas, 10 instances ou 100 instances que tu peux avoir, ça peut vraiment ajouter beaucoup d'instances. Il y a un blog que j'aime bien par Andreessen Horowitz qui parle un peu de ça, combien de monde en fait est en train de surprovisionner leur instance parce que le logiciel ne fonctionne pas de manière optimale. D'accord? Mais je vais pas parler trop de ça maintenant. Je voulais donner un exemple de paramètre que l'on tune à DBTune. Donc ça, c'est le paramètre que l'on tune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont importants. On est en train de grandir cette liste. Mais je voulais juste visualiser ce que l'on peut faire aujourd'hui. Alors ça, c'est un exemple de quelque chose que l'on peut faire. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est quelque chose que l'on peut faire.
Et bien sûr, il y a la question des restarts. La présentation hier aussi disait que le share buffers, il y a un patch dans le hacker list. On a discuté ça. C'est un patch qui va résoudre le problème du share buffers. Sur le share buffers, ça va être un peu plus dynamique dans le futur qu'aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas vu de travail sur Max Worker Processes. Donc peut-être ça, c'est un nouveau patch qui serait bien de discuter dans le futur. D'accord ? Donc, la bonne nouvelle ici, c'est que souvent, en optimisant ces choses-là, tu peux aller vraiment très loin. Et tu peux aller peut-être 80% par rapport au 100% que tu aurais, et si tu tunes aussi le share buffers et le max worker process. L'alternative, si tu ne veux pas redémarrer ton serveur, ce que beaucoup de monde ne veut pas faire, c'est de faire juste un restart pendant une fenêtre de maintenance, où vous utilisez des heuristiques sur le share buffers et max worker processes, un peu comme ça, très simple. Et après, vous pouvez déjà prendre en optimisant que ces paramètres-là, vous avez le 80-20 rule, right? Vous prenez les 80% de ce que vous pouvez faire. Et je fais une petite étude ici sur ce que ça donne. Je ne vais pas aller dans les détails, mais si vous faites juste un restart dans une fenêtre de maintenance, vous êtes dans le vert, et vous voyez que la différence entre le vert et faire le tuning complet, parfois c'est assez petit, parfois c'est un peu plus grand, mais souvent c'est assez petit. Donc vous pouvez déjà adresser ce problème de manière reload only. Et par ailleurs, ça c'est vraiment la manière, le reload only ici, c'est vraiment ce que l'on conseille à tout le monde. Faire des restarts, c'est pas sympa normalement, on ne conseille pas ça normalement. D'accord ? Donc, je vais bientôt finir. J'ai juste deux slides. Je voulais parler un peu des limitations et quelques notes par rapport à cette manière un peu agentique de faire du Postgres tuning. La première chose que je voulais dire, c'est que j'ai parlé des bases et j'ai dit que c'est possible de le faire à travers des API, à travers des APIs. Par contre, c'est vrai aussi que si on regarde il y a des cloud providers parfois qui ne donnent pas la flexibilité d'optimiser tous les paramètres. D'accord ? Donc, si vous êtes chez RDS, il y a pas mal de flexibilité. Azure aussi, il y a pas mal de flexibilité. Il y a d'autres cloud providers qui donnent un peu moins de flexibilité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, à travers de l'API, de changer tous les paramètres que vous voulez. Et donc ça, c'est une conversation, un dialogue que l'on a avec les cloud providers pour essayer de le faire bouger, en fait, dans ce sens-là. Ce n'est pas juste pour l'auto-tuning, mais c'est aussi si vous le faites à la main. C'est vraiment pratique de pouvoir aussi changer ces autres paramètres qui ne couvrent pas à ce moment. D'accord ? Il y a ce concept de Model Context Protocol qui a été dans les news pas mal récemment. Et ça, c'est vraiment l'idée que si on a un agent qui fait de l'optimisation Postgres, ça serait bien que d'autres agents peuvent utiliser cet agent, peuvent communiquer avec cet agent de manière un peu automatique pour faire le tuning Postgres à partir d'un autre agent. Donc ça, c'est l'idée qu'on aura beaucoup d'agents qui fonctionnent en parallèle et l'idée d'accéder à ce type de service à travers un MCP, c'est vraiment intéressant. On n'a pas exploré ça pas trop à ce moment, mais ça a l'air d'être un peu la direction de l'industrie. On va voir si ça fonctionne à la fin, mais ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a cette question un peu de, quand on fait de l'optimisation, comme on est dans un monde assez dynamique, la base exécute des requêtes le matin qui sont différentes par rapport au soir. Et souvent, quand on fait de l'optimisation, après, l'utilisateur doit être convaincu que l'optimisation a marché. Et souvent, l'utilisateur va regarder la performance à des moments où ils disent « mais je ne sais pas si ça a marché, je pense que ça a marché, je ne sais pas trop ». Et ça, c'est vraiment l'idée d'avoir un finger, on appelle ça le workload fingerprint. Ça, c'est un nouveau terme qu'on a créé, juste pour dire en fait qu'on a peut-être 10 requêtes. Et ça, c'est les 10 requêtes qu'on a vraiment envie d'optimiser. Et ça, c'est un peu le fingerprint. Et on va optimiser ça. Et puis, on va parler avec l'utilisateur. On va montrer que ces 10 requêtes ont vraiment amélioré la performance. Et comme l'utilisateur a décidé les requêtes, donc du coup, on est aligné par rapport à ce que le système est en train d'optimiser. Bon, ce point-là, c'est le point qu'on avait discuté avant.
on est à la fin. Je voulais juste parler un peu de la psychologie de tout ça. La société, souvent, est prête ou pas prête à l'innovation en général. Donc ça, pour moi, c'est un peu un sujet un peu passionnant. Et je voulais juste démarrer ça avec disant que la présentation d'aujourd'hui, en fait, c'est assez similaire à ce que Google Waymo, les voitures autonomes, c'est un peu la même chose, quoi, si vous y pensez. Donc, ça, c'est quelque chose que chez Google, vous rentrez dans la voiture, aujourd'hui, c'est cool. Si tu vas à San Francisco, la première chose que tu fais, tu chopes un Waymo et tu prends des vidéos et tu le postes sur Instagram. C'est vraiment cool aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques années, peut-être, c'était un peu... je ne suis pas sûr que je vais faire ça, d'accord? Mais aujourd'hui, tu rentres dans la voiture et tu sais, voilà, Waymo, take me from Palo Alto to Menlo Park. Et ça, tu t'assois, tu lis ton magasin et c'est fait, quoi. Donc, c'est un peu la même idée en Postgres, d'aller de point A à point B de manière un peu autonome. Alors, ce qu'il faut dire, par contre, c'est que Waymo a pris 15 ans pour arriver là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, Waymo couvre 5 villes, ce qui est vraiment pas mal, parce qu'une des villes, c'est Los Angeles. D'accord? Alors, je parlais avec un copain l'autre jour, il me disait Autonomous driving didn't work. Je ne suis pas sûr. Il y a 5 villes. Une, c'est Los Angeles. Ça, c'est une grosse ville, c'est compliqué, machin. Et là, maintenant, ils vont étendre ça à Tokyo l'année prochaine. Donc, ils vont aussi aller à l'extérieur des États-Unis. Donc, je pense que Autonomous driving works. Ça, c'est vraiment, là maintenant, il y a 5 ans, peut-être on n'était pas trop sûr, mais là aujourd'hui, on sait que ça marche, d'accord? Et on sait aussi que la mentalité des gens, la psychologie des gens a changé de manière très rapide. Alors, il y a 5 ans, moi, je n'aurais pas pris un Waymo. Aujourd'hui, la première chose que je fais à San Francisco, je prends un Waymo, d'accord? Donc, ça a changé dans quelques années, d'accord? Et donc, si je vous demande, en tant que DBA, est-ce que vous utiliseriez quelque chose d'automatique pour optimiser votre système de production, Postgres? Voilà. Ça, c'est la réaction. Peut-être, peut-être pas, je ne suis pas sûr. D'accord? Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà de l'IA dans Postgres. Ça s'appelle Genetic Query Optimization, au Gecko. Ça, c'était une release de 1996. Donc, c'était vraiment il y a longtemps. Et ça, c'était l'IA de l'époque. D'accord? Et dans Postgres, vous avez ça. D'accord? Ce n'est pas peut-être la branche la plus utilisée, mais il y a ça et ça fait partie du base code. D'accord? Et puis, il y a cette question de Technology Adoption Life Cycle. Okay? Et ça, c'est un peu l'idée qu'il y a des gens, quand j'avais posé la question, il était un peu plus bullish. Ouais, moi, je le ferai. Et après, il y a des gens, peut-être pas. Je vais attendre, mon copain, il le fait, après, je le ferai. D'accord? Et puis, il y a des gens, ils disent, non, moi, je ne ferai pas ça pendant très longtemps. Et ça, c'est un peu cette idée que les innovateurs, ils commencent tout d'abord. Et puis, il y a les early adopters. Donc, les gens qui, OK, maintenant, ça a l'air de marcher bien, je le fais. D'accord? Et puis, petit à petit, les gens vont adopter ça de manière très graduelle. Et ça prend du temps. Donc, chez Waymo, ça, maintenant, on arrive ici, là, peut-être Waymo, c'est ici. Et ça a pris 15 ans pour développer la technologie et arriver à une adoption de manière un peu plus large. D'accord? Il y aura un panel, un debate style discussion à cette conférence, PGD Lowlands à Rotterdam dans quelques mois. Et je serai partie du debate. Si tu seras là-bas, viens voir ça parce que ça va être assez intéressant. Il y aura des gens qui disent non, je ne veux pas faire de l'auto-tuning. Et des gens qui vont dire moi, je pense que l'auto-tuning, il faut le faire. Et puis, il va y avoir un débat sur ce sujet-là. D'accord. Ça, c'est la fin de ma présentation. On a quelques blogs qu'on a écrits sur ce sujet-là. Donc, si vous voulez, vous allez regarder. Il y a aussi des démos que vous pouvez regarder pour voir un peu comment ça marche. Je n'ai pas fait trop de démos pendant cette présentation. Mais c'est assez intéressant. Vous pouvez trouver des informations là-dedans. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup.